Alors, est-ce qu'il fasse le live comme je veux? Voilà. Donc là, je suis bien dans le live. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ah oui, c'est bon. Non, parce que j'avais peur de t'avoir perdu. Tac, tac. Ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, encore par contre, confidentialité. Euh, ok. Destination. Et ben, normalement, tout doit être parfait. Je t'avoue qu'il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais plus comment les gens rentrent, comment je les vois rentrer. Certainement, peut-être. Attends, je vais juste faire ça. Euh, Parce que là, j'ai bien la liste des inscrits, mais comment est-ce que je vois qu'ils sont arrivés? Y a pas un truc où y a pas l'autorisation de lancer Là, je viens les de entrées? lancer l'événement, donc là, c'est bon. Et normalement, j'ai un endroit. J'ai 4 personnes. De toute façon, on a 12h30, donc on a encore quelques secondes. Ah, et ben on a Émilie qui nous dit qu'elle est bien là, donc c'est parfait. Bonjour Émilie. On va attendre encore quelques minutes. Normalement, il y a eu un mail de relance qui a été adressé hier par l'outil, parce que D'accord. l'outil Vimeo gère ça aussi, il gère les relances. Non, mais écoute, tu m'as fait découvrir un outil qui est plus intéressant. Ben, moi, c'est un copain informaticien, enfin, qui est un peu plus avec moi de ces outils-là, qui m'avait dit, quand j'ai lancé Compusoft Assurance l'année dernière, qui m'a dit, mais fais un truc de lancement sur Vimeo, tu verras, c'est bien. Et je connaissais pas non plus, hein, je t'avoue. Ouais. On est beaucoup plus familier avec Teams Oui, bah, Teams, c'est le et truc puis Zoom. professionnel, Ouais, c'est voilà, ça. qui est Exact. connu de tout le monde. Exact. On va attendre ouais, 30-35, parce qu'on avait dit 12h30, que tout le monde se connecte. Bon, j'ai encore vu que tu publiais toujours des actualités intéressantes sur ce qui se passe dans le monde en termes de sanctions N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, le dernier, LCDFT. Ça c'est ça. fait toutes les, C'est- toutes les semaines, il y a un truc. Hein. Bien sûr, c'est ce qui fait la richesse de nos professions respectives, Ah, c'est que ça bouge tout le temps. ah ouais, c'est impressionnant. Mm. Puis Arte, ils font vraiment de très bons reportages en ce moment. Bon, ça a toujours été le cas, mais Ouais, les derniers qui ont été faits, bah, notamment celui que j'ai publié sur le contournement des sanctions russes, je le trouve vraiment bien fait. C'est très recherché, il y a beaucoup de travail d'investigation. ouais. On trouve pas forcément dans d'autres médias, donc et en ce moment ils en font pas mal, que ce soit sur le blanchiment, la corruption, les sanctions. Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Vraiment bien Ouais, fichu. alors c'est vachement intéressant d'avoir ça parce que ça rend vachement plus accessible avec des images le propos en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que maintenant, quand tu regardes que les textes bruts, moi très souvent en matière de blanchiment dans le secteur assurantiel, ce que me disent mes clients, Mm.
C'est des trucs assez basiques, hein, et toi, tu dois avoir tes opérationnels qui te disent la même chose. Mais moi, mes clients, mais ils blanchissent pas de l'argent, je le saurais. Ou c'est des gens que je connais depuis 20 ans. Enfin, Oui, c'est le schéma, c'est le discours classique. ouais, et ils ont du Bon. mal à voir où peut se situer le risque, en fait. Donc il faut Oui, éclairer, bien sûr, c'est beaucoup de éclairer, pédagogie. voilà, Mm. et éclairer ça avec un maximum d'exemples et puis des reportages comme ça permet de leur montrer ça sous un angle vachement plus accessible en fait. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et puis sur des cas réels, c'est-à-dire aujourd'hui on trouve un peu trop de cas simplistes peut-être ou des schémas qui datent d'il y a 30 ans qui sont plus vraiment d'actualité. Le mieux c'est vraiment de prendre des cas concrets, bien entendu toute anonymisation gardée, et leur présenter ça en fait. Ouais, C'est-à-dire les schémas qui sont présentés dans le reportage d'Arte, c'est des schémas je pense qu'on connaît tous aussi en pratique, qui sont ouais, vraiment intéressants. L'utilisation de pays tiers, de sociétés écrans, de prête-noms, de faux intermédiaires, de faux partenaires. ouais, C'est exactement ce qui se passe quand on parle du contournement de sanctions. ouais, on est bien Ça donne d'accord. un œil pratique, opérationnel. Alors 12h29, eh ben, nous sommes à l'heure du lancement. J'ai l'impression d'envoyer Ariane Espace sur la Lune. On va plutôt parler d'Ariane Espace que de SpaceX, tant qu'à faire. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Donc on pourra poser des questions, on pourra créer des petits sondages, ça c'est top. Est-ce que je peux... Allez, ça augmente gentiment. Je vous propose qu'on attende allez, les 5 petites minutes réglementaires, le temps que tout le monde se connecte. Je vois le compteur qui augmente gentiment. Bonjour Eric. Donc, je viens de faire un petit mot dans le chat hein, pour permettre aux retardataires de profiter de l'événement. On va encore attendre 2 minutes. Mais pour faire en sorte que tous ceux qui respectent l'horaire soient pas désavantagés, on commencera néanmoins dans 2 minutes, de façon à pas décaler tout le monde.
Tu en es d'accord, Mustapha? Bien sûr. Allez, on va tout aller KS. Je découvre encore des fonctionnalités de cet outil, c'est magnifique. En fait, j'ai galéré la première fois que je l'ai utilisé. Non, mais je le trouve très intuitif. Alors, je sais pas si l'audience également connaissait cet outil. En tout cas, moi, c'est une agréable surprise. Pour le coup, c'est beaucoup plus intuitif, je trouve, que Zoom ou que Teams. Bon, même si l'utilisation est quelque peu différente. Mais non, c'est une agréable surprise, tu vois. Je trouve que c'est très intuitif pour les webinaires, notamment. Ouais, c'est. Et je crois que tu peux enregistrer, tu peux faire vraiment plein de trucs avec. Mm. Ça gère les inscriptions, ça gère les relais. Allez, 12h34, on va passer en plein écran. Tac. Et je vous propose plein écran comme ça, c'est mieux. Ouais, parfait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous réserver un tout petit peu de temps entre midi et deux pour parler d'un sujet éminemment d'actualité. C'était déjà le cas, c'est toujours le cas depuis quelques années. On va parler ensemble de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Mais là, sous un angle particulier, on va vous parler de l'actualité du moment, c'est-à-dire la réforme en cours, à venir, au niveau européen de cette réglementation. Je m'appelle Alain Curtet, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé des sujets de conformité réglementaire, notamment dans le secteur assurantiel, et j'ai l'immense plaisir d'être à cet événement avec Mustapha, que je laisse le soin de se présenter. Merci Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir est avant tout pour moi. Je te remercie de l'invitation et puis je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Donc moi c'est Mustapha Boudizoua, je suis Head of Compliance au sein d'HSBC, plus particulièrement pour la partie qu'on appelle Policy and Oversight et une partie de Regulatory Affairs. En résumé, et puis je prendrai pas trop de temps là-dessus, c'est que je m'assure que l'ensemble de mes entités françaises et mes entités au sein de l'Union Européenne, vu que le siège au sein de l'UE pour HSBC est en France, soient bien respectueuses des politiques et du cadre réglementaire, de la réglementation applicable, notamment française et européenne, sur les sujets des LCBFT, gel des avoirs, sanctions internationales et lutte contre la corruption. Et en parallèle de cela, pour la partie Regulatory Affairs, en l'occurrence, qui est aussi un élément qui nous intéressera dans le cadre de ce webinaire, je représente HSBC au sein de la Fédération bancaire française et je suis l'interlocuteur clé de nos autorités de supervision, en l'occurrence la CPR pour les sujets d'LCBFT et de sanctions, et également une partie pour la Direction générale du Trésor. Et à mes heures perdues, je suis également formateur occasionnel, speaker pour plusieurs événements qui ont toujours trait à la compliance, notamment pour la partie lutte contre la criminalité financière, et board member de la CAMS. Voilà. Et quand il sait pas quoi faire, il travaille avec moi, notamment pour présenter le pack AML6. Donc vous voyez que c'est un homme très très Exactement. occupé. En tout cas, merci d'être présent et on a prévu 1 heure, on va prévoir 30-45 minutes de présentation et puis on essaiera de répondre à toutes les questions que vous avez éventuellement sur cela, que vous n'allez pas manquer d'avoir, je pense, et que vous pourrez pas poser directement dans le chat. Alors commençons déjà par un premier état des lieux relativement simple. Vous savez tous qu'au niveau mondial, on est sur ce que j'appelle un millefeuille réglementaire, et je suis pas le seul à appeler comme ça, depuis très longtemps. Hein, on s'est dit qu'il fallait lutter contre le blanchiment, non pas tout seul dans son coin, mais plutôt au niveau international. C'est ce qui a donné lieu à la création du GIGAFI, du groupement d'action financière internationale, le 14 juillet 89, en France, à Paris. C'est le GAFI qui fait les lignes directrices avec ses recommandations actualisées régulièrement, hein, les 40 recommandations LCDFT et les 9 recommandations sur le financement du terrorisme. Mais si vous savez que la faiblesse
on va dire, juridique de ce texte, de ces textes, de ces fameuses recommandations, c'est qu'elles n'ont pas d'impact en droit interne et qu'il a fallu, dans le cadre du millefeuille, avoir un deuxième échelon, et c'est l'échelon européen. Et l'échelon européen, bah, c'est les directives européennes. Et là, les directives européennes, c'est un peu comme les films Rocky ou Rambo. Il faut aimer toute la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous savez qu'au moment où on vous parle, on est sous l'empire de la quatrième et de la cinquième directive. On a la dernière, la sixième, la cinquième bis, qui concerne surtout la partie droit pénal. Et toutes ces directives européennes ben, ont été, au fur et à mesure des années, dans un engrenage où on allait de plus en plus imposer aux assujettis un certain nombre d'obligations. Et vous savez qu'une directive européenne, on est tous un peu juristes, a comme nécessité d'avoir, dans certains cas, un texte de transposition. Et donc, troisième échelon de mon millefeuille réglementaire, bah, c'est tous les textes de transposition, notamment en droit français, mais dans chacun des pays de l'Union européenne. Pour ceux qui jouent le jeu, en tout cas, on a des textes de transposition. Et vous savez que en France, les textes de transposition, en tout cas les derniers textes datent de 2020 pour l'ordonnance, mais on a un tout petit arrêté de février 2023 qui est venu modifier et fixer la liste des fonctions nationales en matière de PPE. Et donc, c'est des textes, voilà, on va dire l'environnement réglementaire n'arrête pas de bouger. Et bien évidemment, dans ce millefeuille réglementaire, il faut penser au sucre glace. Et le sucre glace, bah, c'est tous les textes, décisions, recommandations, lignes directrices publiées par les autorités de tutelle, l'ACPR d'un côté, l'AMF de l'autre. Et ça fait pas mal de lectures. Et je vous en conseille la lecture, puisqu'on est sur plusieurs centaines de pages de documentation. Pourquoi est-ce qu'on le sujet du blanchiment est toujours autant d'actualité? Parce que malheureusement, le phénomène est dans toutes ses composantes et d'une actualité des plus frappantes. On parle évidemment de trafic de stupéfiants ou de fraude fiscale, de vente d'armes illégales dans le cadre des différentes guerres qu'il peut y avoir un peu partout, la trafic d'êtres humains, les réseaux de prostitution. Finalement, il y a toujours du cash qui existe et à un moment donné, il faut le faire réintégrer l'économie réelle. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là qu'apparaît le phénomène du blanchiment. Le phénomène du blanchiment est, d'un point de vue macroéconomique, avec des chiffres quasi irréalistes, en tout cas difficiles à comprendre pour le commun des mortels que nous sommes. Au niveau de l'ONU, on parle de 3% du PIB mondial. Dans la Cour des comptes, on parle de 1,3% du PIB de l'Union européenne. On est sur des chiffres qui sont sur des centaines de milliards d'euros par an. Si on regarde la fraude fiscale, qui est un pendant de ce phénomène du blanchiment, on est là aussi sur des pertes qui sont relativement conséquentes. 480 milliards au niveau annuel dans le monde entier. Si on regarde juste le dernier rapport de la Cour des comptes français, on parle d'une fourchette entre 7 et 27 milliards d'euros par an. Bref, on est sur des chiffres colossaux. Donc le phénomène du blanchiment est en constante augmentation. Tous ceux qui veulent blanchir de l'argent ont des vraies connaissances et ils sont plutôt parfois même bien conseillés. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut lutter. C'est comme ça qu'est né le GAFI, c'est comme ça que les directives européennes se sont mis à exister, c'est comme ça qu'on a eu des transpositions, c'est comme ça que tous les assujettis, tant dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel, se retrouvent avec des obligations propres à leur secteur d'activité. Et c'est dans ce contexte qu'on va se poser des questions sur la façon dont l'environnement réglementaire doit évoluer. Et Moustapha, tu prends la parole quand tu veux sur Oui, bien sûr. l'introduction, bien évidemment. Non, je pense que c'est très clair ce que tu présentes, c'est exactement ça. Hein. Je pense qu'on attaquera la genèse du pack qui va remettre en cause certains éléments du framework, du dispositif qu'on a actuellement, Bien parce sûr. que même si les directives, elles sont, j'allais dire, à un certain haut standard, ça reste un minimum. Ça reste un minimum aujourd'hui au sein de l'Union européenne, et c'est ça le, j'allais dire, le vrai sujet des faiblesses que
constitue aujourd'hui le cadre européen LCBFT, c'est qu'on est sur des directives qui sont transposables, donc qui sont de la bonne volonté de chaque État membre, à savoir comment est-ce qu'il va transposer, est-ce que ce sera sur les plus hauts standards, comme la France par exemple, ou sur des standards qui sont plus ou moins faibles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand bien même on a des directives européennes qui sont communes à tous, la manière de les transposer va fortement varier d'un pays à l'autre. Sinon, on n'aurait pas des pays membres comme la France qui ont été entre guillemets applaudis par le GAFI, même si encore une fois dans l'évaluation mutuelle de la France, certaines failles ont été identifiées, peut-être qu'on reviendra dessus. Oui. Et dans cette même Union européenne, on a d'autres pays, en l'occurrence par exemple la Croatie ou la Bulgarie, qui sont listés par le GAFI comme ne répondant pas certaines recommandations quand même clés, notamment qui couvrent toutes les diligences autour des bénéficiaires effectifs ou de la coopération judiciaire ou la supervision des assujettis, des établissements assujettis, qui eux sont listés par le GAFI, puisque justement leur cadre réglementaire local comporte des failles saillantes vis-à-vis des normes internationales. Et puis on a eu comme autre pays faible, alors la Croatie et la Bulgarie, c'est l'actualité puisqu'ils sont sur la liste Tout à grise fait. des pays du GAFI. On a eu Chypre et Malte avec l'affaire du passeport doré. Enfin voilà, il y a toujours eu des pays qui n'étaient pas les plus actifs en matière de lutte contre le blanchiment. Et comme toujours, en fait, tous les pays européens doivent lutter contre le blanchiment. Et en fait, là, le maillon faible, c'est celui par lequel vont essayer de rentrer malheureusement tous ceux qui veulent blanchir de l'argent. Outre cet outil juridique qui est la directive européenne qui laisse la place qui n'est pas l'outil le plus adapté, puisqu'on a des marges de manœuvre, comme tu le disais. On a eu des scandales européens et les deux plus marquants et qui ont fait qui ont été des scandales, c'est la Deutsche Bank et puis la Pilatus Bank. Tu peux peut-être nous en dire deux mots parce qu'ils sont assez Oui, amusants. alors la Danske Bank, donc banque danoise avec une filiale estonienne qui a été accusée et puis d'ailleurs condamnée, notamment par les DOJ. C'est là où on se rend compte que c'est parfois au niveau US que les devants sont pris et pas au niveau européen, quand bien même les scandales sont européens. Condamnée donc par le DOJ pour avoir blanchi, et les estimations sont potentiellement sous-évaluées. Mais en Ouais. parallèle, entre 30, 50, mais les chiffres potentiellement réels de ce scandale-là montent à 200 milliards d'euros qui ont été blanchis dans la filiale estonienne de la Danske Bank, donc banque danoise, filiale estonienne, Union européenne, banque européenne. Donc, ça a été le réel trigger, en fait, le réel événement déclencheur, on va dire, pour remettre en cause le cadre existant au niveau de l'Union européenne. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on a des pays au sein de l'Union européenne qui reposent sur les mêmes directives qui, se fondent dans de tels scandales. C'est pas normal quand on prend des directives, quand bien même ça reste un minimum, le contenu des directives, on répond quand même assez largement aux standards que le GAFI souhaiterait déployer. Tout va dépendre en fait de la transposition. Donc si on transpose d'une manière X dans un pays et d'une manière Y dans un autre, déjà ça va poser un problème au sein même de l'Union européenne. Donc Danske Bank, plus gros scandale. D'ailleurs, l'histoire n'est toujours pas finie. Il y a toujours des poursuites qui sont en cours malgré le deal qui a été signé avec le DOJ américain. Et second scandale qui a été celui de la Pilatus Bank, banque maltaise, d'ailleurs qui s'est fait retirer sa licence par la BCE suite à un scandale, encore une fois, de blanchiment, mêlant blanchiment de capitaux, mêlant également corruption, notamment en lien avec le régime azéri. D'ailleurs aussi la Danske Bank, on était surtout via la filiale estonienne sur des fonds blanchis en provenance d'anciens pays de l'Union soviétique. Donc deux scandales qui ont poussé à remettre en cause, à remettre en question le cadre européen existant aujourd'hui. Les discussions se sont déjà déroulées dès novembre, mais le réel événement déclencheur, ça a été la proposition du paquet qu'on va ensuite discuter ensemble en juillet 2021. Voilà, histoire de se dire, la logique de directive, elle est plus bonne en fait. Ouais. On va plus laisser cette marge de manœuvre. Et c'est ça qui permet justement de passer tout de suite au fond et au cœur du sujet. C'est que cette faiblesse à la fois opérationnelle et puis la faiblesse liée à l'outil juridique et à la directive qui laissait trop de marge de manœuvre à des États qui étaient peut-être un peu plus souples, on va dire, en Tout à termes fait. de transposition,
a nécessité pour la Commission européenne de se dire qu'il fallait renforcer les règles, faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohérence, parce que entre la France, dont tous les acteurs disent mais on en fait trop, et on voit bien que même en faisant trop, il y a encore des trous dans la raquette, et certains autres États qui sont beaucoup plus souples. Moi, par exemple, j'ai un dossier avec un confrère maltais où on est en train de m'expliquer que les directives LCBFT à Malte, oui, ils les connaissent, mais bon, ils sont pas pressés de les appliquer. Donc Tout c'est à toujours fait. étonnant d'échanger avec un confrère maltais qui t'explique que la LCBFT, ouais, mais c'est bon pour les autres. Tout, Et donc, tout à fait. si tu peux nous donner Ouais. déjà les premières tendances Ouais. de ce qui se disait déjà en juillet 2021. Alors justement, on s'est dit, la logique de directive, elle peut plus fonctionner. D'ailleurs, si on prend aujourd'hui le fonctionnement au sein de l'Union européenne pour tous les sujets de lutte contre la criminalité financière, que ce soit pour le gel des avoirs, les sanctions internationales, demain la LCBFT, mais également certainement pour bientôt la corruption, une logique de directive ne peut plus fonctionner. Il faut avoir une logique de règlement où on laisse le moins possible une marge interprétative aux États membres. C'est ce qui s'est passé en juillet 2021. On a dit, on va remettre en carré, entre guillemets, le cadre réglementaire et on va se dire, on va homogénéiser ce cadre législatif au niveau des États membres. On va laisser le moins possible une marge d'interprétation via les directives qui existaient jusqu'à présent, euh, de leur transposition en droit national. Et on va passer à une logique de règlement, un règlement qui sera d'application directe et de manière, j'allais dire, uniforme à tous les États membres. Donc ça a été la première proposition, c'est se dire homogénéisation, on va passer par une logique de règlement. Deuxième point, il ne suffit pas d'avoir une belle loi dans ces textes au niveau national, il faut aussi les faire appliquer. On va se dire qu'on va également créer une autorité supranationale, en l'occurrence l'AMLA, on y reviendra aussi, qui aura vocation à superviser un peu le tout au niveau européen. Et cette supervision, elle est assez étayée par un règlement dédié, qui est l'AMLAR, le règlement instituant cette nouvelle autorité, l'AMLA. Aujourd'hui, on sait où elle se situera. Quelques petites déceptions, mais bon, l'essentiel c'est qu'elle soit efficace. Et ça reste une grande question. Donc cette autorité qui aura vocation, on le verra un petit peu plus tard, à superviser certains établissements considérés comme étant à risque, donc une supervision directe et puis une supervision indirecte via la publication de guidance, etc., de RTS, dont on verra quelques peu de contenu un petit peu plus tard, qui seront également applicables à l'ensemble des assujettis de tous les pays membres. Et à cela, on va rajouter deux autres textes qui sont les moins impactants pour les banques, on va se dire clairement. Ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est surtout les deux premiers. Mais il y a quand même un troisième texte qui est une directive. Alors, c'est la sixième directive, directive LCBFT, qui aura vocation, on le verra également, à couvrir tous les sujets qui précédemment étaient couverts par les directives précédentes, hors customer due diligence, etc. Donc, en fait, cette directive aura vocation surtout à se centrer sur les autorités de supervision, sur les CRF, les équivalents TRACFIN au niveau des États membres, la couverture du registre des bénéficiaires effectifs, voilà. Donc, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne touche pas au secteur des assujettis. Et enfin, dernier règlement qui, à mon sens, celui-ci, à moins qu'il y ait des PSAN qui soient de professionnels travaillant pour les PSAN qui soient connectés à ce call, c'est la revue du 2015-847, donc le règlement sur le transfert de fonds, donc qui est élargi, d'ailleurs, qui est le premier texte qui a été publié. C'est-à-dire ce texte a déjà été finalisé, il a été publié en mai 2023, il sera d'application directe, donc il aura vraiment vigueur en décembre 2024, qui est en fait une extension du règlement de transfert de fonds, vous savez, la travel rule. Quand on fait des opérations à l'étranger, on doit joindre certaines informations sur le donneur d'ordre, le bénéficiaire, les intermédiaires, etc. Eh bien, on l'élargit aux prestataires de services en actifs numériques pour y inclure les opérations en crypto-monnaie. Les règles de transparence qui régissent aujourd'hui le secteur bancaire et puis les PSP plus largement couvrira demain également donc les opérations de crypto à crypto, donc, en gros les prestataires de services en actifs numériques. Et donc, ce qui veut dire que, alors, Quatre textes. on a peut-être pas beaucoup de gens qui sont spécialisés en crypto-monnaie avec nous ce matin, mais ce qui veut dire que ce qui faisait le principe des crypto-actifs avec l'anonymisation
finalement, on est en train de le combattre avec la révision du règlement 2015-847. Tout à fait. Alors, les puristes diront la pseudonymisation. En fait, Oui, l'anonymisation n'existait pas totalement pour les cryptos, parce qu'il suffit d'avoir un pseudonyme. La blockchain, il n'y a pas plus de transparent en fait qu'une blockchain en soi, sauf qu'on n'arrivait pas à remonter à Monsieur X, on remontait à Monsieur X qui utilisait comme pseudonyme Mickey Mouse ou ce qu'on veut, ou un numéro, ce qu'on veut. Donc c'est transparent, mais on ne savait pas remonter à la personne physique qui détenait en définitive, in fine, le portefeuille d'actifs en actifs numériques. Donc ça, ça a été couvert, on va dire, et, euh, et du coup, euh, on y inclut les règles de transparence sur les opérations crypto justement pour, j'allais dire, pallier à quelques petites, avec des grosses guillemets, défaillances qu'on observait dans le secteur des actifs numériques. ok. 2021, c'était la toute première proposition de la Commission européenne et on fait un bond dans le temps en fin 2023, début 2024 pour aboutir, ça y est, à l'accord provisoire dans le cadre du trilogue. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui va être le plus impactant en fait aujourd'hui pour les assujettis. C'est le compromis qui a été validé très récemment. C'était le 18 janvier 2024. Bon, même si c'est pas la version définitive, on reviendra sur le calendrier. Il faut partir du principe où le contenu ne changera plus. À partir du moment où le Parlement européen et le Conseil s'est accordé sur le contenu, on va dire sur le fond des textes, la suite ne sera potentiellement une question de wording, de formulation, mais par contre les principes clés fondateurs de ce compromis resteront a priori et même certainement dans la version définitive des textes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre juillet 2021 et puis le 18 janvier 2024, il y a eu énormément d'échanges. Moi, j'ai eu le plaisir d'y participer via la Fédération bancaire française et la Fédération bancaire européenne aux propositions d'amendement des différentes instances européennes, que ce soit le Parlement, que ce soit au niveau du Conseil. Donc, des milliers d'amendements qui avaient été proposés, donc des challenges qu'on a pu aussi remonter au niveau de la place pour contester ou alors reformuler, voire supprimer, demander à supprimer certains amendements qui étaient proposés ou certaines propositions même qui étaient formulées dans le projet du Conseil de juillet 2021. Toutes ces discussions-là, donc qui ont pris plus de 2 ans, hein, quasiment même 2 ans et demi, ont abouti finalement le 18 janvier à une version quasi définitive des textes. Et c'est sur cette version définitive, qui paraîtra incessamment sous peu, une fois le process de validation finalisé au niveau des instances européennes, au journal officiel, et qui constituera donc l'adoption finale des textes. Donc ce compromis couvrait à la fois la MLR, donc le règlement européen, la directive. On a eu du nouveau également sur février avec grande nouvelle qu'on a présentée en préambule de ce webinaire avec le lieu du siège de l'AMLA, hein, qui sera à Francfort. C'était pas un détail parce qu'il fallait avoir cette information-là, enfin cette validation-là, pour pouvoir ensuite avancer dans le règlement lui-même. Donc voilà. Alors, Donc, on va y venir dans quelques secondes, puisque justement, ouais. dans tout ce pack, on va faire des focus sur certains sujets et on va évidemment commencer par cette nouvelle autorité qui va venir bousculer un peu les autorités qui existent aujourd'hui par pays, qui va devoir s'intercaler entre ces autorités, on va dire locales, les CRF, et donc on a une nouvelle autorité qu'on appelle l'AMLA, et dont le rôle et l'émission, on y voit à peu près clair. Enfin, on va en discuter, mais grosso modo, dans les rôles, le renforcement de la coopération entre les CRF, ça existait déjà, mais l'AMLA, je pense, va être à la baguette, à la manœuvre. Elle va surtout avoir un rôle de supervision des assujettis, et ça, on va voir comment elle va les choisir. Et surtout, moi, j'ai des questions à te poser en tant que candide. On va avoir une super autorité européenne, mais est-ce qu'elle va, comment elle va coordonner les autorités nationales? C'est quoi? C'est le chef de la CPR? C'est le chef de l'AMF? Ou comment ça va se passer en pratique? Ouais, c'est une très bonne question et c'est celle qui a fait couler le plus d'encre, pas uniquement au niveau des assujettis, mais surtout au niveau des superviseurs nationaux eux-mêmes. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire leur objectif, et naturellement, et ça on le comprend, c'était de s'assurer qu'ils ne perdraient pas de leur pouvoir avec la mise en place de cette nouvelle autorité.
on a, je pense, tous assisté plus ou moins à plusieurs conférences qui avaient été proposées par la CPR sur ce sujet-là. La réponse qui a été faite, c'est non, c'est-à-dire les autorités de supervision nationale conserveront leur rôle de superviseur, c'est-à-dire d'émettre des lignes directrices, et ça on y reviendra, surtout de sanctions, supervision des entités assujetties, donc leur mission de contrôle également. Par contre, cette autorité supranationale viendra s'intercaler, un peu comme on l'a aujourd'hui avec la BCE. C'est-à-dire aujourd'hui, on a aussi une BCE qui, avec des JST, des Joint Steering Teams, viennent compléter, pour certains établissements qui sont considérés comme étant systémiques, la supervision sur d'autres sujets que la LCBFT au niveau national. C'est un peu la même chose qu'on aura demain avec l'AMLA. C'est-à-dire on va avoir à tous, ça on y reviendra dessus, justement sur ce process de sélection des entités, on aura des JST, c'est-à-dire on aura pour certains établissements une double supervision, à la fois par l'AMLA, qui les considérera comme étant un risque et donc dans le périmètre de supervision, mais également, par exemple en France, la CPR qui continuera également de superviser en direct et en continu ces établissements assujettis. Et le point essentiel, c'est que cette AMLA n'a pas vocation à superviser tous les établissements. Alors ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a une supervision directe On va de y venir. certains établissements, on va y revenir, mais il y aura toujours la nécessité de superviser tous les autres assujettis, donc qui eux seront sous supervision directe, comme aujourd'hui, de leurs autorités de supervision nationale. Donc, la CPR pour la France, la PAFIN pour l'Allemagne, la CSSF pour le Luxembourg, etc. etc. Ok. Euh, Pouvoir de ouais. sanction. Alors là, c'est aussi le vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a aussi un pouvoir de sanction qui reste relativement limité en termes de fines définitifs. Je pense qu'aujourd'hui, la CPR a un pouvoir de sanction qui est beaucoup plus fort que ce que demain l'AMLA pourrait avoir. Vous savez qu'aujourd'hui, si on prend la CPR, son pouvoir de sanction en cas de défaillance, même si le trend historique n'est pas vraiment celui-ci, mais elle peut aller jusqu'à 100 millions d'euros d'amende ou alors 10% du chiffre d'affaires consolidé. Donc l'AMLA également aura ce pouvoir de sanction qui reste relativement limité. J'ai totalement en tête, je crois que c'est entre 1 et 5 millions d'euros de fines, donc ça reste relativement faible par rapport à ce que certaines autorités de supervision nationale peuvent prononcer en termes de sanctions, mais c'est surtout la partie risque réputationnel derrière qui va suivre. Donc un établissement, quand il se fait sanctionner, c'est pas uniquement le montant de l'amende qu'il va payer, c'est le fait de se faire sanctionner qui atteint justement son risque réputationnel. Et puis le fait, enfin, il y a le risque réputationnel lié à ce que j'appelle faire la une des journaux. Alors la une Tout à des fait, journaux professionnels, faire la une des échos, ça fait jamais plaisir. Donc bien tout à fait, évidemment, puis après ça pourrit aussi l'image de marque de la marque en interne auprès des tout à fait. collaborateurs. C'est jamais très très bien. Euh, Cet âme-là va aussi avoir et on va en reparler, hein, pour mission d'établir un certain nombre de lignes directrices. Et question bête, on a des lignes directrices, on a des recommandations, on a des positions de l'ACPR et de l'AMF en matière d'LCBFT. Comment tout ça va se mettre en place? On fait table rase et on recommence? Alors, c'est aussi une très bonne question. C'est une question que se sont posées aussi les superviseurs et puis les entités assujetties, parce que vous savez qu'aujourd'hui, et tu le sais aussi bien que moi, Alain, c'est que aujourd'hui les assujettis, quand ils vont définir leur dispositif au niveau de leur établissement, c'est-à-dire leur politique, leur procédure, ils vont prendre en considération certes la Arlo, hein, ce qu'il y a dans le dur dans le code monétaire et financier, mais ils vont également compléter ça avec les lignes directrices et les principes d'application sectorielle de la CPR et puis les décisions jurisprudentielles. Bien Aujourd'hui, sûr. c'est ce qui contribue à façonner le cadre du dispositif LCBFT des établissements. Demain, cette table-là, comme tu le dis à juste titre, aura vocation aussi, et puis c'est dans les règlements eux-mêmes, hein, si on prend l'AMLAR, c'est défini dedans, si on prend la MLR, c'est défini dedans. C'est-à-dire on se positionne pour certaines sections du règlement, et on le dit noir sur blanc, cette position sera clarifiée par une RTS qui aura vocation à être publiée par l'AMLA dans X années, suivant la publication du règlement. Donc la question qui s'est posée, c'est quid des lignes directrices qu'on connaît aujourd'hui? Vu que les lignes directrices sont basées sur le code monétaire et financier, code monétaire et financier lui-même basé, et idem pour les autres pays, mais là je donne une illustration du dispositif français, code monétaire et financier lui-même basé sur les ordonnances de transposition des directives et des décrets des directives issues de transposition des directives européennes.
Demain, et moi c'est comme ça que je vois la chose, demain, l'AMLA publiera des RTS, donc des guidance, des lignes directrices, voilà, des normes techniques, qui seront applicables à l'ensemble des assujettis des pays membres. Par contre, rien n'empêche les autorités, et moi c'est ce que j'anticipe, rien n'empêche les autorités nationales bien, de publier des lignes directrices aussi à leur niveau si le dispositif national va plus loin que le règlement. Et c'est encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que ce règlement restera aussi et toujours un minimum. Comme hier l'étaient les directives, demain, le règlement restera un minimum. Donc les autorités nationales pourront aller plus loin que le contenu de la MLR. Et certainement, c'est ce qui se passera dans des pays qui avaient pour habitude d'aller plus loin sur certaines choses que les textes européens. Donc il y aura une cohabitation entre guillemets entre des lignes directrices qui sont issues de l'AMLA et puis des lignes directrices au niveau local qui seront façonnées sur ce règlement mais qui viendront aussi compléter, aller plus loin au niveau du dispositif national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes directrices aujourd'hui qu'on connaît, qui sont aujourd'hui en place au niveau ACPR, vont être supprimées, elles sont caduques, parce que leur contenu ne s'alignerait pas avec le règlement européen, mais la CPR aura de totale marge de manœuvre, au Luxembourg, la SSF aussi, à créer de nouvelles lignes directrices pour venir compléter certains éléments du règlement européen. Bon, en tout cas, Donc ton on est pas. millefeuille, tu sais, ton millefeuille du début, Ouais, ben, on va rajouter une couche en plus. C'est-à-dire qu'il y aura aussi les lignes directrices de l'AMLA, et puis on aura une autre couche avec avec les autorités sucre locales. glace, supplément sucre glace, comme tu disais, avec des lignes directrices potentiellement françaises. Tous les pays n'auront pas C'est cette pour les approche, mais en gourmands. France, certainement. C'est Ouais, ça. c'est pour les C'est gourmands. ça. On n'est pas à l'abri, en tout cas, avec les RTS d'un côté et puis les lignes directrices locales, qu'on ait des petites contradictions ou des frottements, et donc Alors, ça va pas être simple à surveiller. ah oui, bien sûr. En fait, les lignes directrices vraiment au niveau national, elles seront caduques. C'est-à-dire celles qu'on connaît Ouais, aujourd'hui, par exemple celles de 2021 sur les KYC, etc. Elles n'auront plus vocation à exister. Mais par contre, la CPR aura la possibilité de créer de nouvelles lignes directrices si elle souhaite ouais. aller plus loin au regard de son interprétation sur certains points du règlement et du dispositif national. Alors, deuxième question majeure, c'est que cette nouvelle autorité, l'AMLA, va, outre le fait qu'elle va pouvoir édicter un certain nombre de textes, va avoir aussi comme mission de contrôler un certain nombre d'assujettis. Et les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'ils vont les choisir? Mm, mm. C'est défini aujourd'hui si on prend qui n'est pas encore définitif, mais le texte AMLAR, donc le règlement instituant cette nouvelle autorité. Les règles de sélection sont précisées dans le règlement. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on dit, c'est que cette nouvelle autorité devra, sous deux filtres, sous deux critères différents, aboutir à une sélection d'entités qui sont considérées comme étant risquées, d'accord, au niveau de l'Union européenne. Et si on prend le règlement aujourd'hui, on voit qu'il y a deux critères de sélection. Le premier, c'est un critère qui est assez objectif, qui se base sur le nombre d'implantations de l'établissement en question au sein de l'Union européenne. On part sur 7 pays quand il s'agit des institutions financières. Donc, si un établissement est présent dans plus de 7 pays, il franchit le premier filtre. Vient ensuite le deuxième filtre, qui est en fait celui le plus embêtant pour les établissements, qui est en fait le Le critère de risque. risque LCBFT. Donc, alors, on avait une discussion, il y a eu beaucoup d'échanges entre est-ce qu'on prend le risque inhérent, est-ce qu'on prend le risque résiduel. Finalement, il y aura une prise en considération dans le deuxième cycle d'évaluation du risque résiduel. Pourquoi? Parce que le risque inhérent fausse un petit peu le jeu. C'est pas parce que de manière inhérente on est considéré comme étant risqué qu'on l'est réellement. C'est-à-dire il suffit entre guillemets, le fait d'avoir un bon dispositif de gestion de ce risque inhérent qui nous permet d'aboutir à un risque résiduel qui est beaucoup plus faible que son risque inhérent, ne pose, finit par ne pas matérialiser le risque initialement calculé. Bon. Ouais, mais Donc ça c'est le deuxième risque, le tu, deuxième tu, filtre, pardon. tu dis toi-même que il faut mettre en place un bon système. Alors, si Tout c'est à fait. toi-même qui es juge de la qualité qui était ton système, tu vas dire que tu étais très très bon. Alors justement, et c'est Pour là où échapper à l'AMLA, ouais, tu pourrais être capable de dire n'importe quoi. Enfin, tout à fait, et c'est là qu'il y a
je pense qu'on est tous un peu, enfin tous les assujettis se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu un nouveau QLB avec 267 nouvelles questions qui sont Ouais, tombées. En fait, c'est justement, même si ça n'a pas été dit, c'était justement pour permettre ce process de sélection des entités. En fait, pourquoi est-ce qu'on a eu concomitamment à ce paquet une refonte totale du QLB avec 3 fois plus de questions à répondre? C'était justement pour commencer à élaborer ce process de sélection en ce qui concerne la France. Donc ça va pas être totalement, ça ne va pas être subjectif. C'est-à-dire il y aura un process de sélection qui va se baser sur des données objectives qui sont communiquées par les entités assujetties à leur superviseur national ensuite qui communique ces informations à l'autorité supranationale qui est l'AMLA. Donc ce deuxième filtre va venir sélectionner les établissements sur leur risque inhérents, puis demain leur risque résiduel en matière LCBFT, leur nombre de PPE, leur nombre de clients à risque, ouais, les relations de correspondance bancaire en dehors de l'espace économique européen, etc. Il y a plusieurs flags, on va dire, qui nous permettent de franchir ce deuxième filtre. Il faut que cet établissement-là soit donc considéré comme étant un risque élevé dans plus de 4 pays. Voilà. Donc, là, on franchit le deuxième filtre. La problématique, c'est que si on s'était arrêté sur ces premières règles élaborées dans le règlement instituant l'AMLA, on aurait eu potentiellement beaucoup trop d'établissements, alors que ouais. l'AMLA n'est pas encore instituée. Donc il y a eu une deuxième approche qui a été qui a fait l'objet d'un accord entre les instances européennes, c'est que se dire, en premier lieu, pour le premier cycle d'évaluation, on va avoir une sélection de 40 entités assujetties au sein de l'Union européenne. On va oublier un petit peu la vue exhaustive, puis on va se dire on va prendre 40 entités. Et pour ne pas cibler un pays plus que l'autre, eh bien, on va prendre entre 1 et 3 établissements par pays membre. Comme ça, chacun est logé entre guillemets à la même enseigne. La vraie question qui va se poser demain, hein, quand l'AMLA sera créée, que le process de sélection à partir de 2024-2025 va commencer, c'est de se dire quels sont les établissements en question. Quels seront ces établissements et comment seront-ils sélectionnés? Quelle est la Ouais. différence entre un BNP, Société Générale, un HSBC, un Crédit Agricole, etc. Donc, comment est-ce que ça va être décidé? Pour la France, alors c'est ce que j'ai entendu, c'est pas validé à proprement parler, mais il y aurait potentiellement entre 2 à 3 établissements au niveau français, qui seraient sous supervision directe de l'AMLA. Encore une fois, les choses peuvent évoluer Bon, en tout cas, une ça nous fois qu'on donne n'a des pas les dates perspectives. définitives. Ça nous donne des perspectives. Tout à fait. Ok. Sur les pouvoirs de l'AMLA, le gel des avoirs, ça va devenir sa marotte également. Oui, alors initialement dans le projet de règlement, ce n'était pas le cas, donc c'était exclu. Par contre, dans le compromis et même dans les amendements, surtout qui avaient été présentés par le Parlement européen et qui ont ensuite été retenus dans le compromis du 18 janvier dernier, on a élargi les compétences de l'AMLA également au sujet sanctions et en l'occurrence le sujet gel des avoirs. La question se pose ensuite réellement en termes de ressources hein, Ouais. de l'AMLA. 400 personnes, c'est pas énorme. Est-ce qu'elle aura les capacités techniques humaines et financières pour répondre à l'ensemble des missions que seront les siennes demain? Ça, c'est une grande question qui se pose aujourd'hui sur la place. Ouais, parce que sur la partie gel des avoirs, on a une question très opérationnelle, hein, c'est la mise à jour du fichier. Est-ce que c'est elle qui va nous mettre à jour un fichier unique européen? Enfin, ça serait comme le fait la DGT pour la France aujourd'hui, ou Alors la question se pose, et puis moi en tout cas c'est ce que je pense, c'est-à-dire dans ce cas-là, même la notion même d'AMLA, quand on lui rajoute des sujets gel des avoirs, prête un peu à confusion, parce que le gel oui, des avoirs n'est pas de l'AML, non, c'est pas de la LCB, c'est pas de la LCBFT, c'est du gel des avoirs, hein, qui dans le cadre réglementaire est couvert dans des dispositions totalement distinctes. Mais tout ça, ça va être clarifié, c'est-à-dire l'AMLA vient d'avoir son siège entre guillemets, entre le moment où elle sera créée et le moment où elle deviendra totalement opérationnelle, il va se passer 3 ans. Donc pendant ces 3 années, il y aura des choses qui vont être clarifiées. Donc, comment est-ce qu'elle va répondre déjà comment elle va se staffer et comment est-ce qu'elle va répondre aussi aux missions qui sont les siennes, notamment les missions initialement qui n'étaient pas
convenues, en l'occurrence celle du gel des avoirs, celle de la supervision de certains prestataires de services en actifs numériques, qui a été exclu du projet de règlement instituant cette nouvelle autorité. Donc il y a encore beaucoup de questions qui restent à clarifier dans son fonctionnement et dans dans ses différentes missions. Alors, il y a une question qui n'est plus à clarifier puisque ça avait donné lieu à beaucoup de discussions. Et alors, comme on disait pour les amateurs de football, à un moment donné, quand tu joues contre l'Allemagne, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et ben, malheureusement, pour le siège de l'AMLA, ça y est, depuis la fin du mois de février, on le sait, c'est Francfort qui va accueillir ce siège-là. Paris était bien positionné, mais malheureusement, même si on a le siège du GAFI, c'était pas suffisant et des négociations politiques ont fait basculer pour Francfort. Tout à fait. Tout à fait. Bon, comme tu dis, quand il s'agit de foot, on perd toujours face à l'Allemagne. Moi, je demande la VAR. Non, je plaisante, mais c'est vrai que la France avait toutes les chances en fait de remporter un peu le combat. Encore une fois, super rapport du Gafi, le BA qui est logé aussi à la Ouais. défense, le Gafi aussi qui est en France sous l'égide de l'OCDE. Donc voilà, il y avait j'allais dire, de chances que la France remporte. Mais je pense que une des décisions, ça a été de se dire, on peut pas tout mettre non plus dans un seul et même pays. L'Allemagne aussi a la BCE et pourquoi pas loger justement cette âme-là à proximité de la BCE, encore une fois, qui est aussi une autorité supranationale européenne. L'essentiel, à mon sens, c'est pas tant où sera localisée cette, Oui. bon, même si maintenant on le sait, c'est avant tout où est-ce qu'elle sera fonctionnelle, est-ce qu'elle elle aura les moyens de ses ambitions. Et ça, je pense que c'est vraiment la question qui se pose réellement. Il ne faudrait pas qu'un éléphant accouche d'une souris. On a deux beaux textes. On a un beau texte au niveau de l'AMLA, on a de beaux textes au niveau du règlement européen. On échange dessus depuis 3 ans. Donc on espère que factuellement et opérationnellement parlant, tout se passera très bien. Alors, cette autorité va avoir une gouvernance un peu particulière, puisqu'on va avoir un président de l'AMLA, on va avoir des membres indépendants, et on va avoir une sorte de conseil, comme si on avait Ouais. comme si on avait un conseil d'administration et un conseil de surveillance, avec un conseil général avec des représentants de chaque autorité locale, des représentants des CRF également. Bon, je demande à voir comment ça va fonctionner et quelle va être parce que ça fait un peu, ça fait un peu quoi, compliqué à gérer. Donc il y a peut-être beaucoup de discussions qui vont se passer en off, comme toujours au niveau européen. Mais bon, il faudra voir comment cette autorité, d'un point de vue gouvernance, va pouvoir s'exprimer et surtout qui va en être le premier président officiel, parce que ça va être un poste Mm. aussi à responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Donc ça reste à clarifier, mais ce qui serait, ce qui vexera pas ensuite les autorités nationales, c'est qu'elles seront aussi représentées au niveau, comme tu le dis à juste titre, du Conseil général. Donc on aura la CPR, la CSSF, la PAFIN, etc., etc. Moi, j'anticipe que le premier président, certainement sera peut-être pas allemand. Ça va justement essayer de j'allais dire d'écarter certaines vexations. Mais ça reste à voir. Encore une fois, le point essentiel, ça va être ses moyens financiers, ses moyens humains. Ouais, Parce que ouais, les d'accord. missions sont énormes, faut lui donner les moyens de l'ambition. Ses ambitions. Voilà, Bon, il y a des ambitions, ça va aussi passer par ses pouvoirs en termes de sanctions. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on en a ouais. fait un point particulier. Elle va avoir des assujettis et donc elle va pouvoir les sanctionner. Si les assujettis ne sont plus soumis au contrôle de la CPR, on voit bien qu'il y aura des sanctions propres avec des sanctions dont le montant est peut-être moins dissuasif. Donc ça vaut peut-être le coup finalement d'être sous le couvert d'Amelin. Ouais, alors, et je pense que c'est plutôt la double peine qui va subsister, c'est-à-dire que on aura des sanctions qui seront prévues, certainement, qui seront ensuite discutées avec les autorités nationales, certainement. Mais les autorités de supervision nationale garderont leur pouvoir de sanction. En l'occurrence, la CPR qui en a de plus significatif par rapport à l'AMLA. Donc, c'est vrai que tu remets les chiffres, merci. 500 000 à 200 000 euros pour la partie seuil, premier seuil pour l'AMLA, c'est beaucoup plus faible que ce qu'aujourd'hui à la CPR avec les 100 millions d'euros. Et pour le deuxième seuil, même si ça n'arrivera jamais, donc le 0,5 à 10% du CA annuel de l'entité assujettie, idem,
c'est plus bas que ce que la CPR aujourd'hui a, qui est 10% potentiellement, hein, 10% du chiffre d'affaires consolidé, donc niveau groupe. Ouais, On monte vraiment ouais. au niveau plus haut. Voilà. Donc, les sanctions vont à la fois être potentiellement prononcées par l'AMLA dans son rôle de superviseur supranational, mais également, si une mission s'effectue par l'autorité de supervision nationale, également par les autorités de supervision nationale. Donc ça va rester indépendant. Et on aura toujours ces questions juridiques qui sont les Oui, nôtres, hein, sur le principe, une fois qu'on a été sanctionné par une autorité, est-ce que je peux être sanctionné par une autre? Est-ce que je peux être sanctionné pénalement? On a ce fameux principe latin qu'on ne peut pas être sanctionné deux fois, hein, non bis in idem. Bon, je pense qu'on se reposera la question avec ouais, Amla en fonction des textes définitifs, bien évidemment. je suis d'accord. Les défis, j'avance un peu parce que l'heure passe et le temps passe et j'aimerais que nos participants puissent poser des questions. Les défis de l'AMLA, bon, outre sélectionner les entités, tu en as parlé, on a un vrai souci à la fois de recrutement et rédactionnel, c'est de sortir tous les RTS. Bien sûr. Bien sûr, ça prendra 3 ans, ça va prendre 3 ans et même plus pour que tous les textes soient élaborés. Ça prendra même certainement beaucoup plus de temps, donc il ne faut pas s'attendre, je pense, à ce qu'on les ait incessamment sous peu, quand bien même ils sont précisés dans leurs principes, dans les règlements en question, que ce soit pour les RTS, que ce soit pour les guidance. Et comme tu le notes aussi ici à juste titre, la vraie question ici, ça va être son rôle de coordination, Ouais. d'harmonisation et de coordination. Alors, réussir à coordonner 50 autorités nationales au niveau de l'AMLA, ça va être un challenge clé. D'ailleurs, c'est la CPR aussi qui le notait dans une de ses présentations. Ça va être vraiment un défi majeur au niveau de l'AMLA. On sait parfois que même coordonner et faire en sorte que la coopération au niveau national s'effectue correctement, c'est un défi. Alors imaginons au niveau européen avec 50 autorités différentes qui avaient l'habitude de fonctionner de manière aussi différente sur des réglementations différentes, ça, transposer de manière différemment au niveau local, ça va également être un défi. Et puis le dernier point, comme tu le notes, c'est les ressources. Oui. Les ressources. Donc Il y a des 400, ressources humaines, techniques, informatiques, enfin voilà, tout ce tout à qui. fait. Donc on part sur 400 personnes venant staffer l'AMLA au départ. On verra si c'est assez ou si encore une fois c'est assez faible. Alors à côté de ce texte qui crée cette nouvelle autorité de supervision, on a la sixième. Mhm. Hein, je vous disais tout à l'heure que les textes de mon millefeuille, il faut aimer toute la série. Hein, c'est comme les Rambo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la sixième directive. Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre et c'est quoi ses objectifs de ce futur nouveau texte? Mhm. Alors, la sixième, on va dire, c'est l'un des textes les moins impactants pour les entités assujetties. Parce qu'en fait, on prend euh, tout ce qui était couvert par les précédentes directives, mais on retire toute la partie KYC, CDD, donc qui en fait nous intéresse le plus, nous, quand on est entité assujettie, et on garde uniquement les parties relatives à la supervision, hein, et au registre des bénéficiaires affectifs. Pourquoi? Parce que c'est des choses en fait qui varient d'un pays à l'autre. Si on prend aujourd'hui le registre des bénéficiaires affectifs, il est tenu par les greffes au niveau français, c'est de manière un peu différente dans un autre pays. Idem pour les CRF. Pour nous, c'est rattaché au ministère de l'économie et des finances. Dans d'autres pays, ça peut être le ministère de la justice. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas cadrer avec un règlement parce qu'il va continuer de subsister une organisation nationale différente d'un pays à l'autre. Donc, on aura différents éléments dedans. On va avoir définir des règles de supervision au sein des États membres. Ouais, encore une fois, des règles qui peuvent être transposées de manière plus ou moins différente au sein des différents pays membres et en fonction de leur spécificité nationale. Les règles de surveillance des entités assujetties, idem, c'est des choses qui vont parfois varier d'un pays à l'autre. C'est pas quelque chose qui peut être couvert par un règlement. Les échanges d'informations intra et hors groupe avec Ouais. les CRF nationales. Idem, chaque CRF au niveau des États membres a un fonctionnement distinct de par son rattachement hiérarchique entre guillemets ou par son fonctionnement. Et puis la tenue des registres des bénéficiaires effectifs, donc qui est un gros sujet au niveau Opérationnel. européen depuis Ouais. exactement, un gros sujet opérationnel. Et puis toute la question s'était posée de savoir comment appréhender aujourd'hui ces registres de par la décision qu'on a eue de la Cour de justice de l'Union européenne avec le registre luxembourgeois. Au niveau français, ça ne va pas changer, ça restera ce que c'est aujourd'hui, avec ses points forts et ses faiblesses qui existent, mais j'anticipe aucun impact à ce niveau-là au niveau français.
Voilà. Alors, ça fait des années qu'on parlait d'un vrai registre européen. Celui-là, pour l'instant, Hmm. Pour le moment, non, ouais, calendrier c'est grec. pas, c'est ça, exactement. Calendrier grec. C'est quoi, enfin, si on se met dans la perspective d'un assujetti français qui voit débouler des textes dont on leur annonce que on va avoir des règlements, des directives, finalement, à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende, nous, franco-français? Ouais. C'est grave, Alors, docteur? alors malheureusement, il va falloir prendre quelques Doliprane. Mais on va dire que la France en sort plutôt bien par rapport à d'autres pays. Pourquoi? Parce que la France dispose déjà d'un cadre réglementaire qui est quand même au plus haut standard. Encore une fois, le GAFI l'a applaudi. Mais par contre, il y a des impacts quand même. Moins que dans d'autres pays, d'accord? Mais par contre, des impacts ont été identifiés. Et ces impacts-là doivent être évalués au niveau des entités assujetties une fois que le règlement définitif sortira, justement pour revoir le cadre de ces politiques. On va parler du calendrier. On parle de 3 ans post-publication au journal officiel du règlement, mais 3 ans, ça passe très vite Ouais. pour un établissement. Pour un gros établissement surtout, ça passe très vite. Donc il faut s'y préparer tout de suite et puis évaluer les impacts. Alors je vous ai mis, enfin on s'est mis ici quelques petits impacts, on a discuté d'un l'un, mais tout n'est pas exhaustif, mais il y en a certains qui sont plus graves que d'autres. Voilà, si on devait faire une ordonnance, il y en a certains qui nécessitent plus de soins que d'autres. Donc déjà, si on commence par au niveau de ceux que je ne considère pas forcément comme étant le plus grave, le premier bullet point, c'est un élargissement de la liste des entités assujetties. Bon, si on prend le L161.2 en France aujourd'hui, à quasiment plus d'une trentaine de fonctions assujetties, on s'en sort plutôt bien. C'est pas parce qu'on va rajouter des clubs de football dedans que ça va changer quoi que ce soit. Par contre, il y a d'autres changements qui, pour le coup, eux, sont évalués comme étant impactants pour les entités assujetties. Quand on lit l'article, on se dit c'est pas grand chose, mais quand on commence à calculer l'impact opérationnel et budgétaire, là ça peut nous faire quelques petits frissons. Premier exemple, renforcement des informations qui seront requises sur les bénéficiaires effectifs. Déjà aujourd'hui, quand on prenait les lignes directrices de décembre 2021 de la CPR, par exemple pour le contexte français, on demandait des choses, mais sur approche par les risques. Voilà. Ouais. On n'était pas obligé, que ce soit pour l'arrêté du 2 septembre 2009 ou les lignes directrices, on ne demandait pas systématiquement les informations. Ce qui était systématique, c'était identifier les bénéficiaires effectifs. Ensuite, demander des informations sur les revenus, le patrimoine, les adresses, etc. C'était de la risk-based approach, c'était de l'approche par les risques. Demain, ça va systématiser. Donc il y a des informations que les établissements n'avaient pas forcément l'habitude de demander sur leurs bénéficiaires effectifs au regard de leur politique locale, hein, qui pouvaient aller plus loin que la réglementation, mais qui demain devront être systématisées. Je donne un exemple, nationalité, l'adresse, par exemple, des bénéficiaires effectifs seront des éléments qui seront requis. Donc on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais la remédiation d'un book client de plusieurs millions de clients pour recueillir ensuite la nationalité et l'adresse, ça peut prendre pas mal de temps et ça peut coûter assez cher. Alors, je vais dans ton sens parce que moi, c'est ce que je dis à mes clients dans le secteur assurantiel, c'est d'imaginer tout de suite les impacts informatiques que ça peut générer. Exact. Et ça veut juste dire, par exemple, dans la fiche client, personne morale, il va falloir avoir des champs pour les bénéficiaires avec le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse, et créer des champs dans un système d'information. Ça paraît tout simple, mais ça a des impacts. Et après, il y a la question de comment est-ce qu'on les remplit avec des outils, des bases externes, etc. Et là aussi, il y a des API à mettre en place. Enfin, là, pour le coup, pour avoir pas mal travaillé sur des impacts informatiques, 3 ans, ça va être très très court pour mettre tout ça en place. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Puis ça peut coûter très cher Ah bah aussi ça, en fonction oui, des et en systèmes plus la d'information qu'on facture. utilise. Tout à fait. Ensuite, troisième point, La les revues revue. périodiques. Alors là, il y a un double impact parce que c'est pas quelque chose qui était initialement couvert dans le projet, qui a été ensuite confirmé au niveau, pour un aspect au niveau du compromis, mais il y a une chose de plus qui a été rajoutée dans le compromis. Tout le monde n'a pas forcément vu passer, hein, parce que faut pas s'arrêter sur les résumés qui sont faits par l'Union européenne dans leurs press release, etc. Il faut vraiment aller dans le règlement parce qu'il y a des choses qui se cachent et le diable se cache dans les détails. Revue périodique tous les 5 ans maximum. Alors encore une fois, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais imaginons, et moi je le sais pour participer aux réunions de place et échanger avec mes compères de plusieurs autres établissements, imaginons que vous aviez l'habitude pour votre clientèle à risque faible de faire vos revues périodiques tous les 7 ans, voire pour certains tous les 10 ans. Ouais, parce qu'on a une très bonne gestion de trigger events, etc. Bah, demain, tout ça, ça change.
Maximum, on doit faire une revue périodique tous les 5 ans. Passer de 7 ans à 5 ans, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais en général, la clientèle low risque d'un établissement, c'est ce qui constitue peut-être 70% de sa base client. Donc, prendre des millions de clients, les faire passer d'une revue périodique de 7 ans à 5 ans, donc raccourcir la périodicité de revue, quand on sait combien de temps prend une revue périodique dans certains établissements, ça va coûter cher en ressources et en finances. Il y a aussi un point qui n'était pas couvert dans le projet, qui est couvert dans le compromis, c'est ce qui concerne la clientèle à risque élevé. La clientèle à risque élevé devra faire l'objet d'une revue à minima tous les ans. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Dans les établissements, c'était parfois déjà le cas, mais j'ai en tête certains établissements où il y a une ségrégation entre highest risk clients et high risk clients. C'est-à-dire qu'on va créer deux catégories de risques clients élevés. Ah non, demain, il va falloir les consolider, puis revoir la périodicité et l'uniformiser pour qu'elle soit annuelle, quel que soit le highest risk ou high risk client. Tous les clients à risque élevé devront faire l'objet d'une revue annuelle. Idem, ça coûte cher. Ça coûte bien cher. sûr. Bon, Ça coûte cher en termes de on va process, en termes de embaucher pas mal procédure, etc. de spécialistes des CDFT dans les. Ça va être une denrée rare. Alors ça va être compliqué, ça va avoir des impacts sur les systèmes d'information, sur les ressources, sur le book of work. Encore une fois, raccourcir de 2 ans des millions de revues périodiques, ça demande aussi une organisation particulière. Voilà. L'autre point, encore une fois, qui était faussé dans la communication initiale qui a été faite au niveau de la Commission européenne, au niveau de la press release, c'est sur le seuil d'identification des bénéficiaires effectifs. Alors, dans la press release, on disait 25%, tout le monde était content, 25%. Quand on va dans le détail du compromis, on est également à un deuxième seuil qui rentre en exergue, qui est celui des 15%. Donc le 15%, c'est un seuil optionnel. Et comment est-ce qu'on va le définir? C'est la commission qui le définira, c'est pas encore défini dans le compromis européen. C'est que des clients qui seraient personnes morales, donc dans des activités qui seraient considérées à risque par la Commission européenne, devront eux faire l'objet d'une identification au niveau de leur bénéficiaire effectif abaissée à 15%. Donc si on conjugue un peu le tout, c'est-à-dire si on prend le deuxième bullet point, on dit on demande plus d'informations sur les bénéficiaires effectifs, et qu'on y ajoute la nécessité d'identifier plus de bénéficiaires effectifs, ça a également un impact opérationnel. Il y a certains établissements qui vont s'en sortir plus que d'autres. On anticipe que certainement les classifications à risque élevé des personnes morales en question par la Commission européenne pourraient s'aligner à la classification qui existe déjà au sein de certains établissements. Par exemple, une entreprise d'armement est considérée comme étant à risque élevé dans les établissements. Et il y a certains établissements qui sont beaucoup plus, j'allais dire, conservateurs dans les seuils. Je prends mon exemple, où pour ma clientèle à risque élevé, j'identifiais les bénéficiaires effectifs à 10%. Donc il y a certains établissements qui peuvent s'en sortir moins mal que d'autres parce qu'ils avaient déjà une approche plus conservatrice au niveau des seuils retenus pour l'identification des bénéficiaires effectifs. Mais d'autres, donc ceux qui s'alignaient tout bonnement sur la réglementation, qui fixe le seuil à 25%, eux auront beaucoup plus d'impact au niveau de leur book client si justement certaines personnes morales répondent à cette qualification de risque élevé qui sera communiquée par la Commission européenne. Alors, autre sujet qui va nécessiter des aménagements à la fois informatiques et organisationnels, c'est l'élargissement de la notion de PPE, puisque alors ça fait un moment qu'on en parle, c'est pas le sujet est pas neuf, mais l'idée c'est d'élargir toutes ces fonctions qui aujourd'hui ne font pas partie de la définition officielle des personnes politiquement exposées. Et outre la fonction, c'est d'élargir aussi la notion de famille, de liens familiaux. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, ici, ça va dépendre des établissements. C'est-à-dire, il y a certains établissements qui avaient aussi dans leur définition de PPE une approche qui allait au-delà de la définition du R178, donc de la définition réglementaire. Parce que je m'amuse parfois à poser cette question dans le cadre de formation, à savoir, est-ce que vous considérez les maires comme étant des PPE d'un point de vue réglementaire? Dans 90% des cas, on me répond oui, alors que dans la réglementation, c'est non. Ni les maires ni les préfets ne sont considérés à tort, à mon sens, et d'ailleurs ça a été une des critiques du GAFI envers la France dans son évaluation mutuelle, ne sont pas considérés comme étant des PPE. Mais les établissements, en général, de manière pragmatique, les incluent dans leur définition locale, dans leur Alors, politique et leur procédure. si tu te souviens, Mustapha, il y a eu dans un entrefilet du rapport annuel de Tracfin de 2019 de mémoire, où tu avais Tracfin qui, dans un petit paragraphe, disait
certes, les maires, les présidents de sociétés d'économie mixte ne Mm, mm. font pas partie de la définition RS 178, mais il n'empêche que risque Tout de à fait. profiter et donc, etc. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même la CPR, dans le cadre de certaines missions d'inspection, moi j'ai eu vent, vient challenger certains établissements au niveau des maires et des préfets. En Ouais. disant, bon, certes, ça ne répond pas, mais vous devriez les considérer comme étant un risque au regard de leurs fonctions, etc. C'est là où il y a une petite un écart entre ce qui est de la LCBFT, par exemple, avec notre code monétaire et financier actuel qui, à mon sens, mérite une certaine évolution sur cet aspect, et ce qu'on a du côté Sapin 2, hein, D'accord, parce monsieur. qu'au niveau de Sapin 2, les maires et les préfets sont des agents publics, dont on doit faire l'objet d'une vigilance particulière à ce sujet. Voilà. Et puis, le second point le second volet que tu as évoqué, ben, c'est l'élargissement de ce qu'on appelle les PPE connectés, les PPE par Mmh. association. Encore une fois, si on prend aujourd'hui le versant 61-18, donc la deuxième partie du versant 61-18, on reste sur les alliés au premier degré, donc les parents, les enfants. Dans les établissements, on élargit aussi aux alliés au second degré, mais c'est pas systématique. Il y a certains établissements, encore une fois, assujettis. Encore une fois, ils ont totalement raison de le faire, hein, ils peuvent le faire. S'alignent sur la définition réglementaire et ne prennent pas en considération les frères et les sœurs. Demain, avec ce règlement LCPFT, encore une fois, il faut attendre la version définitive, mais il y aura un élargissement des liens familiaux au second degré pour considérer un PPE par association. Tout à fait. On va aller, parce que je vois que le temps passe, on est très. Ouais, Je vois qu'on est un peu de temps bien pour les sûr, questions. c'est important. Calendrier prévisionnel pardon, pour ces nouveaux textes, c'est-à-dire finalement, on a le compromis, nous sommes en mars 2024. Allez, Mm. quand est-ce que tout ça arrive dans les bacs? Alors, il n'y a jamais de date exacte, en fait, ça doit repasser au niveau du Parlement, ça doit passer bon, au niveau de deux instances, au niveau du Parlement européen. Ensuite, il faut que le Parlement valide, ensuite, il faut que ça reparte au niveau des États membres via le Conseil, que ce soit validé, ensuite que ce soit adopté, ensuite que ça paraisse au journal officiel. Ce qu'on anticipe, c'est que la version définitive intervienne avant la fin du premier semestre 2024, et ça, c'est quasiment une certitude. Ensuite, la date exacte, elle est toujours sujette à caution. Donc, depuis juillet 2021, les dates ne font que changer, mais là on arrive au bout du bout. C'est-à-dire on sait maintenant où le siège de l'AMLA se situe, donc on peut avancer sur l'AMLAR. On a le compromis au niveau européen, donc on peut avancer sur les versions définitives et l'adoption de la sixième directive et du règlement européen, LCBFT. Il y a un texte qui pour lui a finalement été adopté, d'ailleurs ça fait déjà un moment, c'est le 31 mai 2023, ça a été la revue du règlement 2015-847, qui a été revu Oui. avec l'adoption du règlement 2023-1113, donc sur l'élargissement de la travel rule, entre guillemets, sur la transparence des opérations de crypto à crypto. Voilà. Bref, il faut qu'on attende le mois de juin, juillet 2024, là, enfin, grosso modo, au moment des élections européennes. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que ça va avancer en amont, je pense que ça va avancer relativement vite. Le compromis est fait, c'était plus gros. C'était vraiment plus difficile de se mettre d'accord au niveau du trilogue, au niveau européen. Donc je pense que vraiment, enfin moi je mettrais peut-être une petite pièce sur avril. Avril, on aura les textes définitifs qui seront adoptés. Et ben, le pari est tenu, la petite pièce pour avril pour Mustapha. Et on voit en termes de calendrier 2025, fin de sélection des entités qui seront supervisées directement par cette nouvelle autorité de supervision. 2026, allez, les contrôles commencent, et puis 2027, bah, de toute façon, on sera déjà en train de préparer les prochains textes, forcément. C'est Donc ça, on voit qu'on a un calendrier prévisionnel. Allez, premier semestre, on y verra un peu plus clair. Et ben c'est en ça. tout cas, merci Mustapha. On va voir si on Merci. a des interrogations, des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Faut pas hésiter, hein, Alors, je ne sais pas si l'audience peut prendre le micro ou pas du tout, ou c'est juste par chat. Non, c'est par chat. Je sais pas. C'est par chat. Ouais. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions et quel que soit votre, j'allais dire le pays, hein, parce qu'on est sur un règlement européen. Les challenges qui se posent aujourd'hui niveau franco-français sont également les mêmes qui se posent dans d'autres pays. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre avec Alain. Pas de questions, il reste que.
Bon. En tout cas, on va vous envoyer le support, bien évidemment, qui a été préparé avec Mustapha. En tout cas, ça fait un premier point assez précis du panorama de cette future réglementation à laquelle, en tant qu'assujetti, en tant que conseil, on va tous être contraints d'adhérer, hein, on n'aura pas trop le choix. Donc autant commencer à réfléchir, à anticiper, puis vous voyez qu'il y a des questions très opérationnelles, il y a des questions informatiques, il y a des questions organisationnelles. Enfin, on voit bien que tous ces textes-là vont, comme d'habitude, hein, avoir de nombreux impacts. Et si on anticipe déjà premier trimestre 2024 tous les impacts, en tout cas, commencer à mettre des grandes masses, commencer à discuter des budgets éventuels qu'il faudra avoir en 2025-2026 pour commencer à mettre tout ça d'un point de vue opérationnel. Je crois que il est grand temps de commencer à s'intéresser au sujet. En tout cas, Mustapha, un grand merci. Merci à Je toi, vois que Gaston. les gens nous disent que tout est clair, donc c'est parfait. Un grand merci à vous de bien vouloir nous avoir écoutés et rejoints. Et puis, peut-être que quand les prochains textes seront là, nous ferons peut-être quelque chose au mois d'avril. Et on verra si Mustapha a le droit à sa pièce. Merci à vous, au plaisir et Merci. à très bientôt. Merci, à très Merci bientôt. Bonne beaucoup. journée à toutes et à tous.